Olivier Ezrati, bonjour. Moi, je suis ravi de te revoir, je dirais presque encore une fois, mais on ne se lasse pas. Et à chaque fois, c'est sur des sujets différents. Tu viens de publier un rapport sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais prendre le titre Les usages de l'intelligence artificielle, une édition de février 2021, 742 pages passionnantes. Alors, je n'ai pas tout lu, mais je me suis bien sûr intéressé surtout à la partie santé. On te connaît pour les rapports du CES, on te connaît pour les investissements que tu as depuis quelques années sur le quantique qui te passionne, mais on a déjà fait une émission et je sais qu'on en refera sûrement sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à te recevoir sur cette question de l'intelligence artificielle. C'est la 5e édition. Oui. Euh, Pourquoi en 2016, tu t'es plongé sur cette question de l'intelligence artificielle? En fait, depuis une petite dizaine d'années, je m'intéresse au croisement entre l'entrepreneuriat, l'innovation et la science. Et quand je découvre un sujet scientifique qui m'interpelle, qui par ailleurs est dans l'air du temps, et qui contient une part de mystère, je me plonge dedans pour comprendre le mystère. Et donc l'IA en faisait partie. J'étais émerveillé par les réseaux de neurones qui reconnaissent des objets dans les images. C'est ce qui faisait un petit peu les choux gras des médias à l'époque, vers 2015-2016. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Et de plus en plus, et ça c'est particulièrement vrai dans les domaines quantiques, dans le domaine des technologies quantiques, j'aime bien décortiquer des sciences et des technologies, comprendre comment ça marche, l'expliquer, puis après voir à quoi ça sert et traiter le sujet à 360 degrés, ce que j'ai fait vraiment bien sur l'IA et sur le quantique. Alors, c'est Ouais. passionnant, hein. Il y a 9 parties. J'invite vraiment tout le monde à le télécharger, à lire, ne serait-ce que pour lire l'histoire de l'IA. À la fin, il y a un dictionnaire franco-anglais. Ça, c'est passionnant. Et Qui n'est pas très il y a long, un il n'est pas très long. glossaire. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un glossaire surtout qui explique les différents termes. Donc, algorithme, machine learning, deep learning, federated learning, neural network. J'en passe et des meilleurs. C'est vraiment passionnant. Tu dis dans ton introduction, il y a des domaines de l'IA qui t'échappent encore. J'ai du mal à le croire quand je te lis. Qu'est-ce qui t'échappe encore, tu crois, dans le domaine de l'IA? Ce qui m'échappe en termes de compréhension scientifique, c'est le fonctionnement détaillé des réseaux de neurones les plus récents, notamment dans ceux qui traitent le langage. Et d'ailleurs, j'ai toutes les peines du monde à me faire expliquer ça correctement par des spécialistes, parce que c'est un mélange de science et de cuisine, en fait. Il y a beaucoup de cuisine, il y a beaucoup d'artisanat dans la manière dont ces réseaux sont constitués. C'est très empirique. Et comprendre les modèles mathématiques sous-jacents, c'est loin d'être évident. Et d'ailleurs, il y a un des domaines nouveaux que je traite dans cette édition du livre qui s'appelle les transformers, ou ce qu'on appelle la compositionnalité, qui sont des réseaux de neurones qui sont capables de traiter de l'information en fonction du contexte, avec une sorte de mémoire épisodique. Eh bien, je mets au défi des apprentis de l'IA comme moi de le comprendre et de bien l'expliquer. Et même les spécialistes ont du mal à expliquer correctement comment ça fonctionne bien. Donc, c'est ça qui m'échappe le plus. Par contre, heureusement, je comprends mieux ce qui se passe dans les réseaux génératifs, je comprends mieux ce qui se passe dans les réseaux qui traitent l'image, qui paradoxalement donc, sont plus faciles à appréhender. Je comprends mieux ce qui se passe dans le hardware aussi. C'est une grosse partie de mon livre depuis pas mal d'éditions. Donc oui, de toute façon, dans le domaine scientifique, c'est normal qu'il y ait toujours des zones d'ombre. D'ailleurs, c'est ce qui en fait l'intérêt. Parce que si tu évalues ou si tu étudies un domaine scientifique et que tu as tout compris, bon, c'est que soit le domaine, il évolue pas tant que ça, soit finalement que tu as atteint les limites du modèle, de ce que tu peux apprendre. Donc, c'est toujours intéressant dans un domaine scientifique, il y a des choses que tu ne comprennes pas, en fait. Et dans le quantique, c'est pareil. Dans le quantique, il y a plein de trucs que je n'ai pas compris. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je sais que je n'ai pas compris, qu'il faut que je comprenne. Et j'ai une espèce de to-do list de trucs. À chaque fois que je tombe sur un spécialiste, je dis, ah, au fait, tu pourrais expliquer ce truc-là. Des fois, je ne comprends rien à l'explication, mais je continue à creuser. Et je suis dans le mode, je l'aurai, quoi. Je comprendrai, quoi. Alors ça, on connaît, je dirais, ta permanence sur les sujets que tu traites, hein, 23 ans de guide des startups, Non, 15 pas ans, 23 ans, 23 éditions et 23 15 ans à peu éditions près. Ouais, ouais. et 15 éditions du CES, c'est ça, Oui, j'ai fait 15 rapports du CES et j'ai Voilà. arrêté en janvier 2020. Oui. Donc, cette 5e édition de l'intelligence artificielle. Alors, dans les nombreux chapitres, il y en a un, il y a toutes les applications métiers, notamment les transports passionnants, avec bien sûr tout ce qui est véhicule autonome, que ce soit de la voiture, du bateau, de l'avion. C'est assez fabuleux. Les Et bateaux, c'est puis, nouveau. J'ai rajouté une rubrique sur la marine, effectivement. Oui.
Ouais, ouais, mais j'ai regardé ça avec attention et ça m'a assez bluffé. Et puis, bien sûr, je suis tout de suite allé à la partie santé, qui est la plus grosse partie, hein. Et je crois qu'il y a une quarantaine de pages quasiment sur la santé où tu as décortiqué effectivement ce qui se faisait dans le domaine et puis ce qui s'est fait dans le cadre de la crise sanitaire de lutte contre la Covid-19. Pourquoi tu crois que la santé est aussi importante en termes de volume? Est-ce que c'est parce que tu as une appétence pour ça? Est-ce que c'est parce que ce secteur a une appétence ou une affinité particulière pour l'intelligence artificielle? C'est tout à la fois. Oui, je m'y intéresse, oui, ça certainement. C'est un domaine où il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de startups. Rappelle-toi, c'était aussi le domaine que IBM avait investi avec Watson au début, dès 2011-2013. Donc, il y a une dynamique. Et la santé, par ailleurs, elle a une caractéristique, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de données. Alors, ce n'est pas le seul. La banque, l'assurance, la distribution aussi manipulent beaucoup de données. Mais le monde de la santé a une caractéristique très intéressante, c'est qu'il manipule beaucoup de données de types variés. C'est-à-dire que dans la santé, tu as des données médicales, donc le fameux DMP, tu as des données d'imagerie médicale qui sont très riches et qui donnent lieu à beaucoup d'analyses et beaucoup de détection de pathologies. Tu as des données biologiques, donc résultats de tests de laboratoire. Tu as des données dans le temps, des séries dans le temps. Tu as du texte avec des comptes rendus d'études cliniques, avec des articles de chercheurs. Donc en fait, le monde de la santé, c'est peut-être un des mondes qui est le plus riche en termes de structuration des données. Donc, Mhm. qui dit données, dit exploitation par de l'IA potentiellement. Et puis, par ailleurs, ça sert à quelque chose, quoi. Il y a une utilité publique qui est évidente, quoi. Justement, sur l'IA, dans le cadre de la Covid, à la fois, tu dis, cette IA-là, on pouvait peut-être en attendre des miracles, mais ce n'est pas le rôle de l'IA de faire des miracles. Hmm. Qu'est-ce que tu retiens de plus important sur cette IA dans la Covid? En fait, je vais plutôt retenir des méta-informations sur la question. Euh, je me rappelle qu'au début de la crise, donc vers mars, avril, mai 2020, il y a un certain nombre de gens qui se sont exprimés en disant l'IA n'a pas fait de miracle, l'IA ne nous a pas sauvés, l'IA n'a pas prévu le Covid, l'IA ceci, l'IA cela. Donc, on voyait finalement ressortir des critiques de l'IA qui étaient en partie justifiées, mais qui souvent témoignaient des méconnaissances sur ce qu'on fait ou pas avec l'IA. Et très souvent, c'était lié au fait que les gens avaient projeté sur l'IA des fonctionnalités qui correspondent à une IA fantasmagorique qui n'existe pas encore, la fameuse intelligence artificielle générale, qui est une sorte de super intelligence humaine qui est capable de dépasser l'homme, alors que dans les faits, l'IA, c'est un outil créé par l'homme, géré par l'homme, alimenté par des données qui viennent de l'homme. Et donc, l'IA ne fait pas des miracles surhumains, en fait. Et Mm. donc, finalement, c'est un retour à la réalité de ce que les technologies à base d'IA peuvent faire. Et donc, par exemple, quand quelqu'un dit l'IA n'a pas prévu ça, la vraie traduction littérale, c'est il n'y a pas eu de personne qui Mm. s'est intéressée à l'usage de l'IA pour prévoir ça et où il n'y a pas de données permettant de le faire. Mm. Et Mm. donc, moi, j'essaye de rendre rationnelle l'analyse, en fait. Donc, la raison principale pour laquelle l'IA n'a pas prédit le Covid ou n'a pas tout prédit autour du Covid, c'est que, tout bêtement, on manquait de données d'entraînement. Parce que l'IA, elle est capable, en tout cas le machine learning, est capable de faire des prévisions sur des données qui reflètent le passé et qui se reproduisent dans le futur. Et Mm. donc, si tu n'as pas un historique avec 10 pandémies large bande, avec plus de 2 millions de morts, ayant touché toute la planète et bloqué l'économie de la planète sur les 50 dernières années, bah, c'est sûr que tu manques de données d'entraînement pour prévoir ce qui va se passer. Mm. Bon. Et malgré tout, On va éviter d'en avoir d'autres, hein, quand même. et en plus, on va éviter d'en avoir d'autres. Mm. Alors, il y a juste une boîte qui s'appelle Blue Dot, je crois, qui a prévu ce qui allait se passer en Ça serait analysant les net. données dans les réseaux sociaux. Bon, ok, mais ils ont rien prévu. Ils ont juste détecté un signal faible émergent dans les réseaux sociaux qui était la manifestation d'une croissance exponentielle d'un problème. Mais ils n'ont pas prévu avant, évidemment, que ça allait se passer. Et puis, en général, ces prévisions, je m'en méfie toujours parce qu'elles apparaissent après que le truc ait eu lieu. Donc, tu te dis, Mm. bon, j'aurais aimé la voir au moment où ça avait lieu, la prévision. Hein. Bon, bref. Alors après, par contre, en plein, d'un point de vue positif, les briques technologiques de l'IA ont servi dans plein de domaines, mais en pièces détachées. Donc, elles ont servi d'un côté à accélérer la recherche de vaccins, elles ont servi à améliorer la logistique dans tel domaine, elles ont servi à optimiser les ressources dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. Donc, en fait, l'IA, eh ben, elle est revenue à son statut de logiciel qui est utilisé de manière ad hoc en fonction des besoins, de manière ponctuelle.
C'est pas un truc miracle qui tu claques des doigts et ça prédit tout et ça organise tout automatiquement. C'est du logiciel. La mise en œuvre est laborieuse, elle nécessite des données d'entraînement, elle nécessite des développements. Donc, c'est logique que ce ne soit pas arrivé comme ça en claquant des doigts, quoi. C'est d'ailleurs le sujet du chapitre 2, algorithmes et logiciels du domaine de l'IA. Donc, voilà. Sur la santé, tu décryptes bien domaine thérapeutique par domaine thérapeutique. Tu as mentionné Oui, Watson Health que tu mentionnes dans la partie oncologie. bah, qui a Qu'est-ce disparu d'ailleurs, qui est qui a en été train d'être abandonné. Mais vendu, qui est en train voilà, d'être ouais. vendu de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, le plus bluffé, le plus voilà. Est-ce que tu as des choses dans la santé ou dans certains domaines thérapeutiques qui t'ont particulièrement marqué? Bah, ce qui est le plus marquant, en tout cas, avec le recul de 5 ans que j'ai sur le sujet, c'est quand même l'imagerie médicale. Mmh. L'imagerie médicale fait d'énormes progrès à la fois dans la qualité des images en tant que telles, hein, c'est les capteurs, les IRM et autres gagnent en résolution, on est capable de reconstituer des modèles en 3D du corps humain. Donc ça, c'est la partie captation. Et il se trouve que les réseaux de neurones qui sont capables d'analyser des images en 2D et en 3D, bah, ont fait des progrès en quelques années. Le hardware qui va avec aussi. Et donc maintenant, on est capable d'analyser des images avec une assez grande finesse. Et alors le paradoxe, il est le suivant, c'est qu'on a fait d'énormes progrès d'un point de vue scientifique et technique sur ces domaines-là, mais ce n'est pas pour autant déployé à grande échelle. Parce que tu as toujours de la latence, hein. L'innovation, ça ne se déploie pas en claquant des doigts. Les systèmes de santé sont contraints par les coûts, contraints par des facteurs d'inertie classiques de tout métier, en particulier des métiers relativement fragmentés. Donc, en fait, ça ne se déploie pas si vite que ça. Mais par contre, ça fait des progrès. Alors après, quand tu dis, on avait déjà évoqué ça il y a quelques années, mais quand on dit oui, l'IA fait mieux que les radiologues, je rappelle toujours que l'IA qui analyse une image, elle a été entraînée avec des données qui viennent des radiologues. Donc en fait, c'est toujours une donnée et une compétence d'origine humaine qu'on a mis en boîte, en fait, quelque part. Donc, mais par ailleurs, je reste convaincu que les outils d'analyse de données, ils peuvent à la fois aider les spécialistes à travailler plus efficacement et plus rapidement, et ils peuvent aussi rendre possible l'exploitation de données par des non-spécialistes, Mmh. genre un généraliste au lieu d'un spécialiste. Et on sait que dans les déserts médicaux en France ou ailleurs, il y a besoin de démocratiser l'accès au diagnostic. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, l'IA, enfin, les outils à base d'IA peuvent rendre des services. Alors après, il y a des trucs avec ce que j'appellerais des IA hybrides qui peuvent potentiellement nous émerveiller, qui sont des outils liés à la capacité à traiter des images, des données textuelles, des données temporelles, et faire des choses intéressantes pour optimiser les systèmes de santé, pour faire de la médecine prédictive. Là, on en est encore au balbutiement, je dirais, hein. On n'a pas encore de système de santé basé sur ce genre de technologie à grande échelle, mais on a un potentiel d'innovation certain de ce côté-là, quoi. Alors, Moi, je crois beaucoup, alors, mais au-delà de la santé, je crois beaucoup, notamment dans le cas du traitement du langage, je crois beaucoup à l'éventualité, disons, à la possibilité que des innovateurs créent des outils beaucoup plus sioux que ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense tout bêtement à ce qu'on appelle la bureautique, disons, à ce qu'on appelle le travail collaboratif, la bureautique, les outils de traitement de texte, les outils de recherche. Il y a un potentiel, une espèce de gisement d'innovation qui est sous-exploité aujourd'hui, je trouve. Parce que quand je compare d'un côté ce que fait un moteur comme GPT-3, là, qui a fait beaucoup parler de lui l'été dernier, qui est un espèce d'énorme machin qui est capable d'analyser le langage, de générer du texte, de faire des résumés, etc. Et puis d'un autre côté, ce que tu as dans ton traitement de texte, ton Gmail, etc., tu dis, il y a quand même du boulot pour optimiser. il y a un abîme. Mmh. Il y a un énorme gap, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer des solutions qui t'aident à faire de la recherche d'informations, qui t'aident à la consolider. Moi, je rêve d'un moteur de recherche qui est capable de bosser pour moi en partie. Quand je dis bosser pour moi, c'est, par exemple, j'aimerais lui dire, bah, tiens, trouve-moi les entreprises du CAC 40 et fais-moi un tableau Excel qui liste leur budget de R&D. Mmh. Donc, c'est une recherche intelligente. C'est une recherche où tu ne peux pas trouver la réponse toute faite. Tu es obligé d'aller scanner toutes les boîtes, leur rapport d'activité, trouver le budget d'R&D dans les rapports d'activité et faire un tableau à partir de ça. Et Donc, ça, ce n'est pas la science-fiction, pourtant. Et ça n'existe donc, pas. donc, tu penses que l'IA est plutôt un outil qui va nous permettre d'augmenter notre productivité, de nous augmenter et pas de nous remplacer, parce qu'il y a souvent cette grande discussion, l'IA en substitution ou l'IA en accompagnement. Comment tu vois les choses? Bah, disons que l'histoire récente des 7 dernières années
Et même des 8 dernières années, moi, je fais référence à cette fameuse étude d'Oxford en 2013 qui prévoyait qu'en 10 ans, 50% des emplois seraient remplacés par des IA, quoi, en gros. Et c'est une étude qui, donc, en est à ses 70%, puisqu'ils avaient prévu ça sur 10 ans. Et là, on est à 8 ans, donc 80% du temps est passé. Et je mets au défi quelqu'un de me trouver une étude économique qui montre que l'IA a supprimé plus de 1% des emplois sur la planète, quoi. Aujourd'hui, tu ne le trouveras pas. Et il y a plein de raisons pour ça. Il y en a une qui est qu'on on a beaucoup moins de métiers qu'on imaginait à l'époque qui ont été remplacés par des IA. On a beaucoup de métiers qui ont ou disparu ou été transformés pour d'autres raisons que l'IA. Par exemple, l'offshore, tout simplement, l'automatisation, mais pas forcément celle qui dépend de l'IA, pour des migrations de valeur dans le marché. J'avais identifié il y a 5 ans, 4-5 ans, un phénomène qu'on n'a jamais bien mesuré, qui était le fait que les métiers transitaient entre les fournisseurs et les utilisateurs. Donc, par exemple, plus tu numérises la relation client, plus tu fais faire le boulot par le client. Donc, le truc le plus classique qui est vieux de plus de 20 ans, c'est le dépôt de chèque à la banque. Le bordereau de dépôt de chèque ou le bordereau de virement. Donc, si tu te mets il y a 20 ans, donc avant, on va dire il y a 25 ans avant Internet, tu allais à la banque, tu remplissais un bordereau pour faire un virement. Donc, ce bordereau, il était ressaisi par une personne à la banque ou éventuellement scanné par un truc d'OCR. Mais bon, en général, il y avait une part du boulot manuel qui était faite par la banque. Maintenant, tu vas sur ton compte en ligne, c'est toi qui saisis, c'est toi qui fais le boulot. Pareil pour le commerce en ligne, pareil pour… Pareil pour les courses avec ta caisse automatique où tu vas voilà, toi-même scanner voilà. tes trucs et faire Et toi-même la donc, caissière. et donc, moi, je mets ma main à couper, et d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez d'économistes qui sont posés sur la question. Je mets ma main à couper qu'il y a eu plus de migration de valeur et de destruction d'emplois par le fait que c'est le consommateur qui fait le boulot du fournisseur que parce que de l'IA a remplacé des salariés dans une banque ou une assurance. Mais c'est une intuition. Je n'ai pas de Ouais, chiffres qui le prouvent, mais c'est une intuition. je pense que c'est une bonne intuition. Et vraiment, j'invite encore une fois tout le monde à lire et à télécharger ton rapport gratuit, hein, je le précise encore, Tous 742 mes pages bouquins sont comme gratuites. ça, ouais. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il y a des super chapitres, notamment bien sûr sur la question de la donnée, et je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que tu abordes la question des biais. Et on sait que dans la santé, on a beaucoup parlé en ce moment de l'IA et des biais des races, des biais des genres. Et d'ailleurs, tu montres un livre, hein, sur ces biais pour les femmes, notamment, dont on Oui, sait oui, il y en que a deux, dans la trois que je santé, cite, oui, oui, oui. ouais. Comment tu penses qu'on va pouvoir faire avancer cette question des biais dans les données, notamment les données de santé? Bah, je pense qu'on le traitera mieux grâce à la compréhension des modèles probabilistes qu'il y a dans l'IA. Mhm. C'est une question de bon sens, en fait. Il faut sortir de cette IA fantasmagorique qui résout tous les problèmes comme ça en claquant des doigts. Il faut arriver à comprendre que derrière le machine learning, il y a des modèles statistiques et probabilistes qui peuvent amplifier des biais existants. Je pense que l'autre sujet extrêmement important, alors ce n'est pas forcément directement lié à la santé, mais c'est lié plutôt à l'IA en général, il faut comprendre que comme les IA sont entraînées avec des données qui viennent de l'existant et de la société, eh bien, toute injustice de la société va être prorogée par les données, en fait, puisque les données observent la société est injuste, je simplifie le propos, mais… Et donc, si tu fais des prévisions à partir de l'existant qui est injuste, tu vas proroger l'injustice. Et donc, pour éviter ça, bah, il faut que les gens qui manipulent les données, qui exploitent l'existant, comprennent avec leur propre jugement de valeur et leurs propres référents culturels où sont les injustices dans la société pour éviter que le système d'IA les proroge. Donc, c'est une occasion de corriger le tir. Et d'ailleurs, ça m'a amené à plonger dans un débat qui avait d'ailleurs été alimenté par Axel Lemaire, je crois, dans un article qu'elle avait publié sur LinkedIn, suite à un rapport de je ne sais plus qui, qui montrait une confusion qui pouvait exister entre les biais venant des données et les biais venant des algorithmes. Et d'ailleurs, chez les gens qui critiquent les biais de l'IA, il y a une confusion entre les deux. Disons qu'il y a une conviction que je considère comme étant une croyance, que les biais viennent plutôt des algorithmes, alors que les biais viennent plutôt des données. Il peut y avoir des biais qui viennent des algorithmes dans certains cas de figure, mais c'est des cas relativement rares. Dans la plupart des cas, les algorithmes, ils sont un peu bêtes, quoi. C'est des algorithmes avec des algos de réseau de neurones ou des algos de machine learning qui sont cons comme leurs pieds. Ils font des trucs très basiques sur des modèles probabilistes. Et en général, les biais qu'ils vont
transportés viennent des données d'entraînement. Mmh. Il peut y avoir des cas de figure, en creusant un petit peu, où les biais viennent de la manière dont l'algo a été conçu. Parce que l'algo, par exemple, peut renforcer un biais statistique. C'est une question de proportion, c'est une question d'équilibre. C'est possible. Mais en règle générale, les biais des IA et du machine learning viennent des biais des données d'entraînement qui reflètent les biais de la société. Yann Lequin a bien expliqué ça dans un thread qu'il a amené d'ailleurs à quitter temporairement Twitter parce qu'il s'est fait taper dessus par tout un tas de commentateurs. Mais il avait expliqué que les biais venaient pas des algos. Les biais, c'était la data. Et il s'est fait taper dessus pour ça. Le fameux garbage in, garbage out. Hein, donc, Exactement, exactement. voilà. Mais néanmoins, tu vas quand même pouvoir trouver des cas de figure où il y a un biais qui vient de l'algorithme, qui vient pas forcément d'ailleurs d'une prorogation d'un biais sociétal par le développeur qui se rend pas compte qu'il y a des femmes ou des gens d'autres natures que sa classe sociodémo dont il est issu. Mais tu peux parfois avoir des biais statistiques qui sont introduits par des réglages fins de certains algorithmes. Mais en gros, en général, le biais vient de l'homme. D'ailleurs, il y a un warning que je lance qui est le suivant. Il y a beaucoup de chercheurs et d'industriels qui travaillent sur des IA qui auraient besoin de moins de données d'entraînement. Parce que les données d'entraînement, ça coûte cher. L'entraînement d'un réseau neurone, ça coûte cher. Mais moi, je me suis posé la question suivante, qui est que si on entraîne des IA avec moins de données, parce qu'on veut être plus efficace énergétiquement, eh bien, en fait, on va se rapprocher de l'homme et des biais de l'homme. Donc, par exemple, l'homme est victime de ce qu'on appelle le biais de généralisation. Donc, tu vois un journaliste que tu juges incompétent ou tu vois un politique véreux, tu vas dire tous les journalistes sont incompétents et tous les politiques sont véreux. Ça s'appelle un biais de généralisation. Parce que tu n'as pas analysé 1000 politiques ou 1000 journalistes pour voir comment la distribution statistique des compétences ou de la probité d'un politique est distribuée. Alors que si tu as une vision statistique d'un univers, bah évidemment, tu vas avoir une vision plus neutre du sujet. Tu vas dire, bah non, tous les politiques ne sont pas des véreux, 90% c'est des citoyens qui essayent de travailler pour le bien public, et puis il y a peut-être une minorité qui font des choses inavouables. Donc, tant que tu n'as pas une vision statistique du monde, tu es biaisé par les observations. Donc, si tu diminues la taille des échantillons qui te servent à entraîner une IA, tu te rapproches des biais humains, en fait. Alors, la question étant, pour entraîner l'IA à faire quoi? Si c'est pour reconnaître un objet, peut-être qu'il n'y aura pas de biais. Mais si c'est pour reconnaître des situations ou faire des choses qui ont un impact sur la société, ça peut être un problème. Tu vois le problème? C'est intéressant de faire le lien entre des problèmes sociétaux et la manière dont certains problèmes technologiques sont traités. Non, non, mais vraiment, encore une fois, dans ton rapport, tu abordes tout ça. Tu as parlé de l'énergie tout à l'heure et l'empreinte énergétique de l'IA. Oui. Tu l'abordes, mais on n'aura pas le temps de Il y a un l'aborder dans cette chapitre entier interview. là-dessus. Oui. Je voulais juste aborder un des derniers chapitres qui est IA et société, parce que là aussi, il est passionnant et on voit que, et notamment sur la question de l'éthique, parce qu'elle se rapproche beaucoup de la question de la santé. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'une certaine forme de transparence, d'une certaine forme de, je dirais, d'éthique par rapport à ces IA, notamment dans le domaine de la santé? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de ça? Bon, un, je n'ai pas de solution miracle. Deux, je ferai une petite remarque d'autocritique, c'est que cette partie du livre n'a pas tant évolué que ça en un an. Je l'ai mis à jour, j'ai mis à jour aussi sur les initiatives internationales comme le GPAI et autres qui ont été lancées à droite et à gauche. Il y a beaucoup de velléité politique en Occident de traiter cette question. Beaucoup de chartes, beaucoup de guides de bonne conduite venant d'entreprises. Il y a même Microsoft qui a réussi à signer un truc avec le Vatican, ce qui m'a semblé énorme. Bref. Donc oui, tout le monde veut faire des choses extraordinaires pour présenter une IA irréprochable. Moi, j'ai tendance à mettre ça dans un cadre plus général qui est l'éthique des sciences et l'éthique de la technologie. Je trouve qu'on s'est focalisé un peu trop sur les risques de l'IA en tant que tel, alors que les sujets de société qui ont été évoqués du fait de l'IA sont des sujets de société qu'on devrait calquer sur l'ensemble des technologies. C'est-à-dire, quand on lance une technologie, quand on la déploie, bah oui, il faut se poser la question de son impact, mais sans pour autant ralentir l'innovation. C'est ça le dilemme auquel tout le monde a à faire face. Il faut innover, il faut laisser les gens innover, mais il faut des garde-fous lorsque nécessaire. Mais par contre, généraliser le garde-fou tout azimut pour tout bloquer, ça, j'y crois pas trop. C'est pas très malin. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu et au cas par cas. Il y a plein de cas de figure où l'IA éthique n'est pas un sujet, quoi. Il y a l'IA qui analyse une donnée d'un capteur de température, elle n'a pas de problème d'éthique, si tu veux. Donc ça dépend du sujet, en fait. Dès que c'est de l'homme, dès que l'homme est
et en question, la question d'éthique se pose. Mais c'est vraiment un problème d'éthique des technologies en général. Ce n'est pas que l'IA. En tout cas, c'est passionnant. Juste une dernière question comme ça à l'envolée. J'avais noté dans ton rapport, dans l'introduction, tu dis l'IA n'est pas un produit. Alors, qu'est-ce qu'elle est pour conclure? L'IA, c'est comme l'IA, l'IA est polymorphique. C'est-à-dire que l'IA, c'est un Graal. C'était une conjecture en 55, 56 qui était de dire peut-être qu'un jour on arrivera à faire des machines qui reproduisent l'intelligence humaine. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore et à la limite, c'est très bien comme ça. Mais d'un point de vue prosaïque, l'IA d'aujourd'hui, je sais que j'ai été critiqué par quelques relecteurs là-dessus, mais l'IA d'aujourd'hui, c'est une espèce de boîte à outils qu'on met en œuvre dans des produits technologiques qui apportent un certain nombre de services complémentaires à des services existants. Donc, ce qui rajoute des outils de classification, de prévision, de traitement du langage, de traitement de l'image, à des solutions qui existaient déjà. Et donc, pour moi, l'IA, je dis que l'IA n'est pas un produit parce qu'en fait, l'IA, c'est une famille technologique qui s'intègre dans un univers de technologie plus large et qui rajoute son grain de sel, comme le cloud, comme la mobilité, comme les interfaces graphiques, comme tout un tas de révolutions technologiques qu'on a traversées ces dernières décennies. Donc, c'est une brique de plus. C'est un ensemble de briques de plus. Mais j'aime bien, comment dire, désisoler l'IA des autres technologies. Par exemple, tu peux pas, si tu regardes les objets connectés, par exemple, tu ne peux pas isoler l'IA des télécoms, des capteurs, du cloud et des interfaces utilisateurs pour apporter un service à un utilisateur. Et donc, tu es obligé d'avoir une vision, on dit holistique, je crois, comme terme savant, des systèmes d'information pour ne pas isoler techniquement une brique technique vis-à-vis d'autres techniques. Et l'énergie, qu'on évoquait tout à l'heure, l'énergie est importante parce que certains choix d'architecture sont liés à des questions d'énergie ou des questions de latence ou des questions de vie privée. Donc, en fait, l'IA, c'est un excellent exemple de la transversalité qu'il faut adopter pour analyser l'impact d'une nouvelle technologie. On le voit bien, vraiment, encore une fois, merci pour ce rapport passionnant. On le voit parce que tu rapproches l'IA de certains sujets qui sont très liés, les chatbots, la robotique, les exosquelettes, tu les mentionnes dans tout cet ouvrage que j'invite encore une fois à aller télécharger sur ton site Opinion Libre au pluriel. Donc Olivier Ezrati, voilà, 5e rapport sur l'intelligence, les usages de l'intelligence artificielle. C'est quoi le prochain rapport à nouveau sur le quantique, d'autres sujets, d'autres dada que tu vas Je travailler? vais revenir dardard sur le quantique. Oui, d'accord. Parce que l'actualité technologique et scientifique du quantique est très, très riche. Et j'ai sorti la dernière édition de mon livre, qui était la 3e, donc en septembre dernier, et je vais préparer la 4e. Donc voilà. Et ça va occuper beaucoup parce que l'actualité est extrêmement riche. C'est un domaine, c'est un peu l'équivalent de l'IA en 2015-2016. C'est un domaine qui est florissant, c'est un domaine qui est extrêmement varié. C'est un domaine où il y a aussi beaucoup d'incertitudes scientifiques et technologiques qui fait que des fois, tu as confiance, des fois, tu as moins confiance sur la manière dont ça va évoluer. Il y a plein de domaines que je n'ai pas compris encore, que je comprends régulièrement, progressivement. Et donc, voilà, c'est mon gros dada du moment. Olivier Ezrati, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous rendre un peu plus intelligents à chaque rapport. Même si nous aussi, on ne comprend pas tout, mais on comprend beaucoup grâce à Mais c'est toi. normal, c'est normal. Et puis à très, très bientôt. Merci de ce temps-là. Et j'espère à bientôt dans la vraie vie qu'on puisse Eh oui, se revoir physiquement et pas forcément via Zoom. Mais prends soin de toi et à très bientôt. à bientôt Lionel.